Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est historien, spécialiste d'histoire politique, un homme de radio aussi, Jean-Noël Jeanneney, dont le dernier ouvrage s'intitule « La République a besoin d'histoire », paru chez CNRS Éditions. Bonsoir Jean-Noël Jeanneney. Bonsoir. La République a en effet besoin d'histoire et aussi d'apaisement en ces temps troublés. Que vous inspirent les slogans anti-policiers, suicidez-vous et les tags sur un commissariat dans le Finistère? Il y a beaucoup d'indignation, mais est-ce que ça dénote d'un climat qui s'installe et se diffuse en France? On peut le craindre. La haine a toujours été l'ennemi de la démocratie. Elle a toujours été derrière la porte. La civilisation, c'est un vernis fragile. Et tous les moments historiques où on a vu des affrontements importants à l'intérieur de la collectivité nationale, ça a été le temps du surgissement de la haine. La haine qui est d'abord le fait des minorités. Regardez en 1789-92, ça peut être aussi dans l'autre sens, la haine bourgeoise, dans l'inquiétude des mouvements populaires. Regardez les horribles journées de juin 1848 où on a écrasé les révoltes prolétaires. Et puis c'est aussi le temps où le peuple devient la foule. C'est une distinction que Victor Hugo aimait beaucoup. Il disait que la foule est l'ennemi du peuple. Mais là, vous nous avez déjà donné beaucoup d'exemples qui ont marqué notre histoire. Ça veut dire que ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas nouveau, n'est pas inédit. C'est une continuité qu'on peut regretter, on peut s'indigner, mais ça ne vous surprend pas. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'efforcer de réfléchir aux moyens de lutter là contre. Mais tous les moments où la haine a émergé, c'était vrai déjà à l'époque de la démocratie grecque, où on s'exprimait anonymement pour chasser des gens qui déplaisaient pour un temps, avec une haine qui débordait. À tous ces moments, le grand péril, c'est l'anonymat. Et c'est bien pourquoi l'élément nouveau, ce sont les nouvelles technologies, dès lors qu'on est contraint, est-ce qu'on l'est, d'accepter que on soit anonyme dans l'expression de la haine, de la calomnie, de la diffamation. Parce que du coup, ça donne une importance énorme à ces minorités dont le cœur est rempli de fiel. C'est une vraie question parce que vous dites on donne une importance à ces minorités. Et vous parlez depuis le début de cette interview d'une haine. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une haine anti-policier ou est-ce que nous-mêmes, médias, nous donnons trop d'importance à cette minorité qui véhicule cette haine? Je ne suis pas ici pour défendre les médias, mais je connais cette ancienne qui est pluriséculaire. Vous savez, un chien mort un homme, c'est pas une nouvelle. Un homme mort un chien, ça c'est une nouvelle. Et il est naturel que les médias braquent l'attention sur l'exception, sur l'événement inattendu. Il n'est pas mauvais non plus que de temps en temps, ils invitent des historiens pour lisser la courbe de l'actualité. Je vous remercie d'être là justement. Et pour lisser cette courbe de l'actualité et finalement tendre le fil vers le temps plus long, Jean-Noël Jeanneney, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi. Beaucoup appellent à ce qu'il, au-delà des mesures et des annonces, qu'il fasse une sorte de récit national. Jean-Pierre Chevènement, à votre place hier, insistait sur ce point. C'est tellement important, ce récit national? À condition qu'on ne parle pas de roman national. Ah, attention, alors ça fâche les historiens, je le sais. Oui, c'est-à-dire faire plier le passé au service de passions contemporaines. On en a des exemples que j'éviterai de citer pour ne pas leur faire de publicité du côté de la Vendée. Oublions le récit. Non, très bien. Le récit national, c'est une manière de resituer, parce que la République a besoin d'histoire, de resituer l'inattendu, l'émergence de tout ce qui survient dans la longue durée, c'est-à-dire de réfléchir aux différentes temporalités de l'histoire. C'est indispensable pour le citoyen, pour comprendre, et évidemment indispensable pour le chef de l'État lorsqu'il se veut, c'est le cas, maître des horloges. J'ai retrouvé tout récemment dans son livre Programme avant son élection qui s'appelait Révolution, cette expression, je ne me lasserai pas de contempler l'âme immobile et fugitive de la France. L'âme immobile et fugitive de la France. Apparemment, c'est un oxymore. Oui, immobile et fugitif, c'est un en même temps déjà. Mais c'est une façon d'évoquer ces temporalités. Songez à l'extrême brièveté de ce qui s'est passé l'autre jour, l'annonce de son propos et la catastrophe de Notre-Dame. À 1 heure près, les choses auraient pu changer. Et en face, la très très longue durée de l'histoire de Notre-Dame. Jean-Noël Jeanneney, il a voulu insister sur une forme d'union, de communion après l'incendie de Notre-Dame. On a vu que la parenthèse fut de courte durée. C'est vraiment une parenthèse. C'est très compliqué de faire nation aujourd'hui, de faire commun. Il est très rare qu'il en aille autrement, parce que à peine le moment d'émotion passé, les oppositions
ressurgissent. Et ça n'est pas anormal, ça s'appelle la démocratie. Mais songez à François Hollande, qui a très bien su, à un moment donné, représenter la nation à l'époque de Charlie Hebdo et du Bataclan. Il y a des temps comme cela, ou Churchill en 1940, enfin je pourrais multiplier les exemples. Et ensuite, il est assez naturel que les points de vue se dispersent, divergent, d'autant plus qu'il y a, Notre-Dame représente en réalité un des très très grands courants qui constituent l'âme française, c'est-à-dire la chrétienté. Mais à côté de cela, il y en a au moins deux autres que je vois, les Lumières, après la Renaissance. Et les Lumières, à l'époque des Lumières, on a assez mal traité Notre-Dame. Au début du 19e siècle, ça se passait assez mal. Et puis le courant, évidemment, le courant de la solidarité sociale, qui est le troisième fleuve, où notre démocratie doit s'abreuver. Et de ce point de vue-là, l'ouverture au peuple français tout entier de Notre-Dame, alors que pendant un temps, c'était réservé à quelques-uns, soit les Parisiens, soit même une partie des Parisiens, cette ouverture est aussi symbolique et représentative de ce troisième courant. Et c'est pour ça que je comprends l'émotion, en dehors du chagrin immense. Mais comment la transformer, cette émotion? Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron est capable d'aller sur ce registre du récit national? Il a dévoilé peu de choses sur le projet commun. Il en a parlé, mais c'était quelques mots. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce projet. J'ai envie de vous reparler de court terme en disant attendons jeudi, mais je vous décevrai. Ce qu'il y a dans son projet, je ne le sais pas à coup sûr, même si la temporalité étrange a fait qu'on a su son propos alors qu'il a voulu l'effacer. Mais ça encore, c'est un des caprices de l'histoire. Alors, quelle idée se fait-il de la longue durée? Je l'ai entendu notamment un jour à l'émission d'Histoire de France Culture, je l'ai entendu évoquer dire ce qu'il pensait de l'histoire, ce qu'il pensait, et c'est assez clair, et sur ce point je l'approuve. Il pensait qu'il fallait défendre l'identité française au sens du grand historien Braudel, c'est-à-dire affirmer dans l'enseignement qu'il y a une spécificité française. Chaque peuple a sa spécificité, mais à condition qu'aussitôt on rejette avec détermination les affreux identitaires, ceux qui disent qu'on doit se refermer sur soi et qu'on doit confondre le patriotisme avec le nationalisme. Vous avez écrit un ouvrage intitulé Le moment Macron, assurément on y est. C'est un qui tout double pour le président de la République. Il s'agit pour lui de rebondir et d'écrire l'acte 2 de son quinquennat ou bien de s'enliser dans la crise sociale. Vous ne faites pas partie, Jean-Noël Jeannet, de ceux qui croient à un changement de cap, un changement de philosophie politique en plein quinquennat, en plein milieu d'un quinquennat. Non, c'est rare, un personnage ne change pas, même assez jeune, sa personnalité demeure. Elle est un peu mystérieuse à certains égards, malgré tout. Nous le regardons passionnément, mais il reste un peu mystérieux. Je ne pense pas que sa personnalité va changer, mais évidemment, on peut faire évoluer les choses. Regardez le moment où le général de Gaulle, en mai 68, a perdu le contrôle des choses. Il l'a dit lui-même, quelques jours, quand il est parti à Baden-Baden. Puis il est revenu et tout à coup, il a su cristalliser ce que voulait une grande partie de l'opinion française, avec succès. Et à ces moments-là, mystérieux, on retrouve la question des temporalités, ce qui forme lentement un homme, une femme au pouvoir, et puis ce qui fait qu'il réagit ou qu'il ne réagit pas dans l'instant. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Toute la question de jeudi me paraît être de savoir si ce qu'il va annoncer, que je ne connais pas, je n'ai pas eu de fuite, ce qu'il va annoncer va être temporellement bienvenu. Il y a un moment que les Grecs appelaient le kairos, le moment où les choses arrivent à point. Et puis des moments où on a l'impression qu'on court derrière l'histoire. On verra si c'est le moment Macron. En tous les cas, peut-être qu'il pourra dire cette phrase. La République a besoin d'histoire. C'est aussi le titre de votre ouvrage, Jean-Noël Jeannet. On va voir si c'est un président qui fera référence à la grande histoire au moment où il y a beaucoup de choses en ce moment dans le pays. Merci d'avoir été notre invité. La République a besoin d'histoire. C'est chez CNRS Éditions. Oui, c'est un Jeannet. effort, effectivement, pour replacer tout ça dans la durée de diverses façons. Merci à vous.